Coro. Ça va, c'est là? Ouais. Ben voilà. C'est les dernières. Magnifique. Je peux pas tout prendre, hein. Ne les abîmons pas trop. Bon. Encore les prises et tout. Je crois que c'est tout, hein. On va arrêter là. Je prends que ça, de toute façon, là, ça me prend un voyage. Bon. Sublime. Génial. Je vais voir s'il n'y a pas des petites choses par terre. Ça, je le taille en rondelles, ça, tu vois. Ça, je prends, tu vois, regarde, la forme est intéressante. Après, je taille des petites rondelles comme ça. J'en ai déjà utilisé des pieds de table, parce qu'en soi, c'est pas intéressant. Mais ce qui va m'intéresser, c'est la forme que je vais pouvoir en extraire en le découpant. Bien. Je m'appelle Patrick Chabert-Gaujal, je suis plasticien, je vis et travaille à la Franquise. Je travaille sur deux ateliers, celui qui est maintenant à la maison et un grand atelier à Fitou, qui est l'atelier des grands formats qui sert à produire les grandes sculptures, les grandes pièces. Gamin, j'étais fils unique. Enfin, je suis toujours. Je suis fils unique. J'étais donc un enfant rêveur et curieux de tout. Donc très jeune, j'ai eu un microscope. Je taillais des choses en rondelles, je les observais, donc j'essayais de comprendre un peu comment marchaient les choses. J'étais très collectionneur. Je collectionnais tout, les fossiles, les pierres, les timbres, les pièces, les porte-clés, je ne sais plus.
La pêche a failli m'intéresser pendant un temps, mais je me suis aperçu que ce qui m'intéressait, c'était les bouchons de pêche, les ligatures, les plombs, les petites choses comme ça. Et j'avais quelques intérêts aussi un petit peu plus tard pour l'électronique par exemple, mais je me suis vite rendu compte que l'électronique c'était la beauté des circuits qui me plaisait, les couleurs qu'il pouvait y avoir sur les résistances. Donc toutes ces passions de jeunesse, comme aussi des rêves d'archéologie, j'allais fouiller à la Franquie des endroits où on imaginait trouver des merveilles, puisque les Romains et les Grecs y débarquaient. Voilà, toutes ces choses se croisent en fait. Parce que j'avais ce petit fantasme inaccessible, parce que j'étais un peu feignant à l'école et très rêveur, d'être un jour scientifique. Et puis finalement, je me suis inventé ce monde où toutes ces facettes en fait se retrouvent et où je suis seul maître à bord, où on peut mixer des techniques, des sciences, des recherches, des idées. Et donc je retrouve tout ça dans mes créations. L'idée, c'est de se laisser faire et de se laisser hameçonner. Donc des petites solutions vont se révéler comme ça, par hasard, au détour d'un regard. Des fois, j'ai l'impression de faire mon marché. J'y pense presque en permanence. Et tout ce que je regarde, toutes mes actions sont liées à ça. Enfin, beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir un maximum de choses étalées sur les murs, un peu partout, puisque là, comme ça passe par le regard et l'observation, plus il y a de choses à regarder, plus il y a des chances qu'il se passe des choses. Le plus dur, c'est de ne pas perdre la seringue avec la colle. Il y a beaucoup de choses, mais il n'y en a jamais assez. Il faudra bientôt l'en chercher. Parfois je pars, je cherche un petit élément qui pourrait me permettre de clôturer une pièce, et puis j'en trouve 10 qui me permettent d'en faire 10 autres, et puis celle que je vais un peu abandonner, quoi. Celle du début. J'y reviendrai, mais il s'est passé plein de choses entre, et plutôt que d'insister pour revenir là, au contraire, je préférais me laisser embarquer. C'est un peu la base de mon travail, c'est-à-dire je vais quelque part, mais finalement j'y vais pas. Je me fais happer à droite à gauche en y allant, et il se passe tout un tas d'aventures en parallèle. Et ces petites pièces, elles sont vraiment là, c'est le summum de cette façon de travailler. Voilà, c'est un naufrage volontaire. Donc mes parents ont accepté que j'intègre l'école des Beaux-Arts, malgré
malgré mon jeune âge, puisque je suis rentré, j'avais 16 ans, sur dérogation. Et pendant toutes ces années, j'ai dû prendre le train et traverser ces magnifiques paysages avec les étangs, les corbières, avec l'Anigo dans le lointain. Et mon travail s'est développé aussi avec ce qui m'entourait. J'y ai eu plusieurs professeurs. La tendance était très conceptuelle, puisqu'on était en pleine époque au support surface, dans la mouvance de Claude Viala et d'artistes comme ça. Et ensuite, d'autres professeurs comme André Valenzi ou Jacques Quéralt, que j'ai eu pendant 5 ans. Patrick se trouvait être presque déterminé par ces esprits du lieu. Ce qu'à la Franchi, il a vu se percuter, ou se percute en lui, deux choses. Une tradition, qui est celle de la Via Domitia, et une autre tradition qui était plus proche de nous et de lui, qui est le On the Roads de Jack Kerouac. Et oui, on retrouve les deux. La fidélité à une tradition et la rupture par rapport à cette tradition. Mais une rupture non pas simplement d'atelier, une rupture, excusez pour l'expression, une rupture en marche vers quelque chose. Alors, je m'appelle Jacques Quéralt, j'ai travaillé à l'école des Beaux-Arts de Perpignan. Patrick Chaper, je l'ai reçu moi après 68, dans les années 75-80, disons. Alors après un moment de grande réforme des enseignements des arts plastiques, où il n'était plus question de faire des clones de tel peintre, de tel sculpteur, d'atelier, quoi. Hein. C'était tout autre chose. Lui, Patrick, il a 15 ans, bon, il est sorti d'adolescence. Hein. Et là, on va lui expliquer que c'est pas la peine d'apprendre à dessiner. Ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose à dire. Quand tu as quelque chose à dire, tu finis par te donner les moyens de le dire. Bon, cette mise en situation pouvait décevoir, déstabiliser en tout cas. Ça en a déstabilisé certains, hein, qui ont tenu un trimestre ou 5 mois. Hein. Ça ne l'a pas déstabilisé, lui. C'était un garçon à l'écoute, quoi, voilà. À l'écoute. Qui pouvait paraître fragile, même. Hein. Mais résistant, la preuve, il est toujours là, hein, le garçon. Hein. La difficulté à parler de Patrick, c'est que lui, et son œuvre surtout, sont complexes. Ça fonctionne aussi bien au niveau de la recherche archéologique, ou de la quête archéologique, ou du ramassage archéologique, qu'au niveau de l'architecture, que de la construction architecturale, de l'invention de formes et de structures, et de nouveaux objets, ou de nouvelles images, dans de nouveaux espaces. C'est un explorateur en même temps, le côté aventurier. Patrick, c'est un œil et une main. Un œil qui, toujours en curiosité, qui perçoit des choses que nous ne voyons pas, et la main qui essaie de nous constituer ce que justement nous ne voyons pas ou nous ne voulons pas voir, ou qui nous aide tout simplement à voir, à assimiler, parce que c'est de notre temps. Travaille, Patrick, sur la visibilisation. Alors, le travail est assez protéiforme, puisque j'utilise des tas de formats et de matériaux différents. Ça peut être monochrome, ça peut être coloré, ça peut être lumineux ou pas. Je ne m'impose aucune limite, surtout depuis que j'ai ce lieu où je peux vraiment me laisser aller, comme on dit.
Donc je peux à la fois travailler sur des petites toys, des petites choses, avec des petits collages d'éléments comme ça le matin, et l'après-midi me retrouver à Fitou en train de souder des très grosses sculptures. J'ai commencé tardivement à travailler sur les grandes sculptures d'extérieur. J'ai fait beaucoup d'œuvres sur inox incisé, en très grand comme la sculpture du château de Lastour qui fait 11 mètres de haut. Je travaille aussi le métal de récupération puisque je suis dans le réemploi. Et j'ai réalisé quelques sculptures, donc comme celle qui va être montrée prochainement à Narbonne. Donc ça va être des rondelles de pipeline, des petits bouts de rien récupérés chez des gens qui démontent des usines, des choses comme ça. Donc je fais des choix. Enfin, les gens s'imaginent que je fais ramasser les choses, mais non, tout est bien sélectionné, tout est bien choisi. C'est pas un hasard. Voilà. Ça pèse. L'expérimentation n'est pas toujours libre. Dans le cas de Patrick, elle est absolument libre. Il y a quelque chose qui l'emporte, quelque chose de très, peut-être d'indéfinissable, hein, qui fait que son travail se met à bondir, à rebondir, à dériver, à s'enfuir dans des directions qu'il n'avait pas prévues. C'est-à-dire qu'il devient un exemple concret de ce que dans certains domaines scientifiques on appelait la serendipity. Hein. Bon, alors là, problème, lui, il n'est pas à la recherche d'un nouveau médicament, mais il est à la recherche d'un rivage, d'un bord, hein, d'un lieu où il pourra se reposer un peu, pour réfléchir à autre chose. Yep. Salut. Ah, tu vas bien? Patrick. Ah, comment Salut. vas-tu? Tu as bien fait de venir. T'as juste un message, mais j'ai rien compris à cause du vent, donc il y avait du bruit, donc dis-moi tout. Voilà ce que j'ai trouvé hier matin. Belle prise. En baladant là, à la plage juste là.
Et Superbe. comme je sais que ça allait, en tout cas, C'est presque je fini. prévoyais que ça allait te ravir. Ah ouais, Je l'ai mis de côté. je ramasse beaucoup de flotteurs, Oui. comme tu le sais, j'aime beaucoup ça. Donc après, je les taille en rondelles, je les... Est-ce que tu vas Ouais. faire peut-être une carte marine sur celle-là? Ouais, je te remercie, c'est génial. Hein. Je te le confie. Ouais. Je te le confie à une condition, c'est que comme d'habitude, tu en fasses quelque chose de, Ah ouais, mais écoute, de magnifique. Ouais, c'est super. Ça, On perd pas- j'en ai jamais trouvé des on comme perd ça. pas les flotteurs. Même des Ouais. vertes, c'est Ouais, rare les une- vertes. Hein. Oui, ça n'existe quasiment plus, je Ah ouais. pense. J'en ai jamais vu. Et c'était propre aux filets anguilles, autrefois. Ah, Les d'accord. filets pour pêcher les anguilles. Et ça, c'est quoi ça en fait? Parce que des Et fois, j'en trouve de ça. mais- c'est souvent des lignes de casier pour les poulpes. D'accord, c'est Très beau ça souvent. aussi. Hein. Ouais. À mon niveau, moi. Non, mais c'est bien, super, je suis ravi. Écoute, C'est magnifique. À très Merci. bientôt alors, Patrick. à très Travaille bientôt, bien. merci, ciao, super. Rose Rose Oui. Viens. Allez, zouk. Donc Rose met de temps en temps pour des petites choses. Bon, Eva, c'est devenu difficile puisqu'elle n'est plus ici. Elle fait ses études à Paris. Des études d'histoire de l'art, bien sûr. Je vais de côté. Ah, le jaune qui est là-bas d'ailleurs, sur le mur. Il fait des squeaks que je trouvais particulièrement par. Je parie avec les copains. Ouais, tu te plais? Si tu veux, je te montre comment on les installe, comme ça. Tu sauras. Ouais. Ah, j'ai bien. L'aspirateur, c'est toi qui vas mettre les 1500. Comme ça. Tu vois? Tu comprends l'intérêt de le mettre là? Allez, on fera, il sera plus simple celui-ci. Ouais. Là, c'est bon? Tu l'éloignes un peu de l'autre quand même, comme tu peux constater là c'est un peu. Voilà, c'est bien si ça respire. Comme ça? Ça va comme ça. Ah, comme ça. Donc ça le coince, tu vois, pour éviter que ça calibre. Bon, du coup, il ne reste plus que 1398 à installer. Donc je reviens la semaine prochaine quand tu auras fini. Mais c'est trop beau déjà. Non, la prochaine fois, tu y Ma sœur et moi, on est très proches de mes parents, mais aussi voilà, de mon père. Et quand j'étais petite, j'avais l'habitude d'aller dans son atelier à Leucate et j'adorais dessiner, peindre. Voilà, pour moi, c'était un peu le champ des possibles, son atelier avec tous ces matériaux. Enfin, j'étais vraiment à l'époque plus manuelle que maintenant. Mon père, il m'a amené, ma mère aussi, il faut dire. Mon père et ma mère m'ont amené depuis très jeune dans des expositions, donc ça m'a fait l'œil. Moi, je travaille beaucoup quand même avec mon père, donc de différentes façons. Donc tout d'abord, je l'aide un peu dans les expositions avec la régie des œuvres, donc un peu l'accrochage. Je l'aide à nettoyer parfois voilà, des socles, à mettre des petites choses en place. Quand j'étais plus jeune, je l'aidais aussi à aller ramasser des bois à flotter sur la plage. Donc depuis toute petite, je fais ça. Ensuite, je l'aide d'autres façons, donc par exemple aussi avec l'écriture. Donc je l'aide beaucoup à reprendre les textes, un peu à mettre des mots sur son travail. Je fais tout ce qui est un peu relations publiques. J'essaie de répondre aux interrogations des gens. Et c'est une des facettes qui me plaît le plus, on va dire, avec l'écriture aussi. Merci. Bon allez, gros bisous. Ouais, Allez, à bientôt, ouais.
Bonne présentation. Merci. Elle va présenter son mémoire les jours qui viennent. Ben, on revient sur notre histoire, là. C'est ma spécialité, ça, c'est travailler en pointillé. Là, il y a une préfabrication, quelque chose qui a été abandonné. Je vais pouvoir prolonger. Il va y avoir une œuvre à l'aspirateur qui s'appelle Toys. Donc c'est une œuvre de longue haleine, on va dire. Ça fait plusieurs années que mon père travaille dessus, qu'il rassemble, qu'il assemble, qu'il met en forme ces petites pièces. J'ai beaucoup ramassé de petits éléments en plastique qui m'ont servi à réaliser ces toutes petites sculptures que j'appelle les toys et inventions. Les toys, c'est un mot qui est utilisé dans ma famille, originaire des hauts cantons du Languedoc, qui désigne des petits objets que l'on a sur les étagères, sur la cheminée, qui n'ont aucune valeur mais dont on a du mal à se séparer. Voilà. Je dois en faire 2000 à ce jour. Petites pièces comme ça, pas plus grandes que on peut sortir dans une main, quoi, ça peut faire 20 cm de long maximum. Une forme dans une forme. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on peut sortir d'une forme. Tac. Voilà. Ça s'inscrit dans une continuité, donc c'est-à-dire dans son travail de ramasser des bois flottés, des laisses de mer, mais aussi ça s'inscrit dans une démarche nouvelle parce que il est amené à ramasser ses bouts de vie dans des endroits un peu plus, pas insolites, au contraire quotidiens, mais dans des endroits où il était moins amené à ramasser des choses. Par exemple, ça peut être un bout de plastique entre deux graviers sur un parking, un bout de bouchon sur la route. Voilà, donc il rassemble un peu deux démarches anciennes et nouvelles. Donc très vite, l'idée s'est imposée à moi d'un jour les montrer en quantité. Donc en montrer, je sais pas, le rêve c'était 1500, une pièce. Donc j'en ai déjà montré 300 dans des expositions, notamment à Paris. Et j'en ai installé sur des murs, donc comme il y a 2 ans à la Biennale d'Art de Dakar. Ce sont les derniers arrivages. J'aime bien réassortir de temps en temps ces étagères, ça me permet d'avoir un accès visuel un peu rapide à des formes. Un peu comme une bibliothèque, une collection. Alors bien sûr, à force de taper dedans, à un moment donné, il n'y en a plus. Donc hop, on réassortit. C'est plutôt des éléments qui ont du caractère que je mets là. Parce que souvent, je vais aller chercher dans ces petites étagères des choses pour me sauver un petit peu de situations complexes. Donc, c'est des petits jokers, tout ça. Voilà, l'aspirateur est un lieu très, très singulier. La première fois que je suis rentré dans ce lieu, je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion de faire une exposition intéressante, parce que j'essaie le plus souvent possible de créer des pièces pour les expositions, pour les lieux. C'est un lieu très dur, très rude, auquel il faut se confronter, se frotter. Ce que je trouve intéressant avec les toys, et je pense qu'il serait intéressant dans l'exposition, c'est que c'est sûrement ses plus petites productions artistiques finalement,
Mais mise ensemble, ça sera sûrement l'une des pièces maîtresses de l'exposition et la plus monumentale. Et là, ça, on va pas partir quand même sans coller ça. Là. Zouiz. Celui-ci, vous n'avez pas vu quand je l'ai fait en cachette. Bon, il y a déjà quelques belles pistes. Ça aussi, j'avais vu. C'est amusant parce que des choses que je vois, que je trouve intéressantes à assembler, même si je les oublie, si je passe à côté 1 heure après, je repère exactement la même chose. On dirait des Lego. J'ai le désir de montrer des choses nouvelles dans cette exposition, des sculptures qui seront réalisées sur place, puisque l'aspirateur me sert d'atelier actuellement. Donc j'y réalise une grande sculpture en carton découpé. Les feux arrière de voiture, ça aussi c'est un travail qui me tient à cœur depuis plus de 10 ans. L'ensemble de kayaks lumineux, donc, qui sera présenté en avant-première. Disons que j'ai essayé de montrer avec des grands formats plusieurs des pistes que je suis actuellement et qui sont nombreuses. Et voilà. La suite demain. Ah, Dominique. Les amis, Tu vas. ça va bien. Rentrez. Quel bonheur de vous voir. Je connais Patrick, Bien sûr, un artiste, Patrick. Ouais. Il nous fait toujours des merveilleux. Patrick, sa dernière trouvaille, c'est de travailler sur des canoës. Des kayaks jaunes. Tout ce qui est cassé, même si c'est troué, explosé, coupé en deux, tout m'intéresse. Il t'en faudrait combien, Patrick 2 ou 3, 4. 2 ou 3 J'en ai plusieurs là que je pourrais te filer. Bah ouais, c'est super. Pour faire les Donc, expositions, c'est avec plaisir. écoute, je suis ravi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ils ont vécu, ils ont découvert les temps, ils ont été partout. Il y a une vie avec ces canoës. Hein. Quand tu les prendras, n'oublie pas qu'ils ont une âme, quoi. Ils ont l'âme de l'étang. En plus, canoë le catois. Ouais, non, Bon, super, c'est bien. c'est quand même pas mal, ça. Non, mais parce que c'est pareil avec les caissons lumineux. Le travail sur la lumière, ça vient de lui aussi. Ouais, non, mais ça vous entend. Il m'amène une boule un jour là. C'est un créateur. Mais non, il faut connaître ce qui est. Tout le monde participe à l'aventure, hein, ça rigole pas. C'est un truc global. C'est une œuvre globale, monsieur. Moi, j'aime bien cette idée comme ça de partage, de collaboration, d'échange. C'est intéressant. De toute façon, c'est ça. De toute façon, qu'est-ce que c'est faire de l'art? C'est aussi c'est échanger, c'est partager, quoi. Ouais, comme ça, tu rentres, tu vas sur place. Hein. J'en amène un disque là, regarde. Ça, c'est l'idée de Georges. Donc, pas mal ça, non? Ouais, il en manque une en fait, peut-être. Il y en a. Tu me disais non, mais tiens, regarde.
très bonne idée. Je le tiens. Ben voilà, je le prends là. Ça, tu vois, bam, si elle veut venir comme ça. C'est un warrior de la plasticité, c'est un warrior, oui, de l'esthétique. C'est pas un soldat banal de vérité plastique, qu'elle soit classique, qu'elle soit fauve, qu'elle soit cubiste, qu'elle soit à l'école de Barbizot. C'est autre chose, lui. C'est un lutteur. Il s'est toujours donné les moyens que ce soit au niveau du choix des matériaux, que ce soit au niveau des outils, que ce soit au niveau des espaces d'intervention, que ce soit au niveau de ses orgueils, quoi. Hein, de s'attaquer à la ville, par exemple, hein, d'entrer dans l'urbain, quoi. Hein, de provoquer l'urbain, de provoquer le regard sur l'urbain. Belle chasse quand on enchaîne, hein. D'où l'intérêt des gros tubes derrière. Voilà. Démonstration. Je vais quand même sortir, tu vois. Tu vois, il y a déjà la largeur du socle. Cette porte est trop petite, c'est une catastrophe. Non, vas-y, vas-y. Hop là. C'est bon, allez. Mine de rien, il a ce côté globe-trotteur qui fait qu'il est souvent ici à Lefranchi, son port d'attache d'une certaine manière, mais qu'il est aussi souvent à l'extérieur et dans les 4 points cardinaux de la planète. Mais toujours pareil, par la curiosité, par la recherche, par de quelque chose, j'allais dire de neuf. Oui, de neuf, mais de non connu, de non vu, de quelque chose qu'il ramène chez lui, ici, dans son atelier, et qui devient le fondement d'une nouvelle rêverie poétique.
suis souvent en déplacement pour les expositions, pour les organiser, pour en voir, pour en visiter. L'automne dernier, j'étais à Pékin, invité à réaliser une œuvre pour une exposition qui s'articule autour de conteneurs, dont chaque artiste devait travailler avec un conteneur. J'avais un atelier dans le Red Bricks Museum à Pékin. J'ai fait un immense caisson lumineux de 2 mètres sur 2 mètres qui prenait place au fond du conteneur. Le conteneur peint en rouge extérieur, peint en noir à l'intérieur, et on rentrait dans le conteneur, on découvrait la lumière en fait. Bon, le travail était exposé au Red Bricks Museum, ensuite ça a été exposé à la Foire internationale d'art de Pékin. Et je vais donc y retourner. Il y a des projets d'exposition qui sont en cours, mais aussi pour être initié à la technique de la porcelaine chinoise par Bai Ming, qui est un ami. C'est une invitation qui ne se refuse pas, et donc je vais m'organiser pour aller passer peut-être un mois et demi, 2 mois en Chine. Le centre de gravité, il n'est pas en haut, il est là, quoi. Donc il y a des boulonnasses comme ça, il y a des rondelles de 1 centimètre, je les ai toutes regardées. Bien sûr, quand j'ai démonté, je me suis dit ça pourra servir. Ça va bien? C'est ça, hein? On peut patiner, il verra ça. Content, il est content, le garçon. Un ami, Bruno, qui est le directeur du port de Port-le-Cat, m'appelle un jour et me dit « Patrick, j'ai quelque chose pour toi ». Donc il arrive à l'atelier, il arrive avec sous le bras des rouleaux de papier. Ce sont des cartes marines. Ces cartes marines, il les a trouvées dans un bateau qui, a 15 ans avant, s'est échoué au large de Port-le-Cat. Un bateau qui était parti de Scandinavie, faire le tour de l'Europe. Donc ces cartes illustrent et relatent ce voyage. Donc il y a même les routes maritimes qui sont marquées jusqu'à Port-le-Cat. Les autres cartes n'ont pas été utilisées. Et le bateau donc devait être, je pense, détruit puisqu'il était abandonné. Et donc ces cartes, c'était la trace, le souvenir quelque part de ce périple. Je les range à l'atelier, je les sors régulièrement, mais il y a quelque chose qui me gênait. Le travail est souvent, surtout le travail des peintures, les gens trouvent que ça renvoie souvent à une vision aérienne des choses, un peu comme si c'était des cartes. Donc je trouve un petit peu facile de se vautrer sur les cartes et ça me gênait un petit peu. Puis des amis m'ont offert, Louis et Jeanne Privat m'ont offert à Noël un ouvrage qui s'appelle L'Atlas des îles abandonnées, que je me suis empressé de lire, qui est passionnant. Et le livre fini, je rentre dans l'atelier, je trouve donc, juste à l'entrée de l'atelier, un carnet de courant donc, issu de cette donation. Et là, je me jette dessus, je coupe les pages, je les installe ici, là, je commence à coller des petites choses, et ça vient merveilleusement bien. Là, je me dis, tiens, là, il y a quelque chose, c'est très intéressant, c'est captivant. Donc, j'ai travaillé après avec des cartes un petit peu plus grandes. Et j'ai commencé à y coller des choses, des petits éléments. Donc, alors j'avais beaucoup travaillé les collages sur toile, avec des bois, des plastiques, des cartons. Et
pour ce faire, donc, j'ai dû préfabriquer des petits éléments, ça m'allait bien, donc, avec d'abord des abaisse-langues que j'utilise pour touiller la peinture, puis quand ils sont un peu trop encombrés de peinture, je les écarte et je les jette. Donc là, je les mettais de côté, je collais des petits bouts de plastique, et ces petits éléments donc, venaient prendre place dans les compositions avec les cartes marines. Puis un jour, j'en fais quelques-uns d'avance, et là, je me dis, tiens, ce travail, finalement, il n'a pas besoin de la carte marine pour exister, il peut être autonome. Et c'est devenu donc, les fameuses toys et inventions. Vers quoi marche Patrick Schapper? Vers des paysages totalement inconnus. Des paysages inconnus qui ne sont peut-être que des paysages enfouis. Et des paysages qu'il passe le plus clair de son temps à reconstituer, à réorganiser, à rendre, au sens propre, vivant. Il rattrape beaucoup d'objets en fin de course qu'il remet dans un circuit qui n'est plus le circuit de l'objet ou le circuit de l'image classique, hein, qui est un autre cycle. Il l'inscrit dans un autre cycle. C'est pas péjoratif, l'histoire de la cosmétique. Hein. C'est une cosmétique de résistance à quoi? À la disparition définitive. Dans ces derniers travaux, où il récupère, où il sauve de l'oubli ou de la destruction des cabines téléphoniques que la sociologie urbaine, enfin que la sociologie de la communication élimine de notre espace. Lui, la sauve. C'est une cosmétique du salut. Je n'ai pas dit de l'éternité.